Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur les caricatures réalisées au XVIIe siècle, qui sont peu nombreuses mais qui valent tout de même la peine qu'on s'y attarde. Entre 1610 et 1643, Louis XIII succède à son père sur le trône de France. Inexplicablement, peu de caricatures paraissent contre le fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, mais ce fut bien durant son règne que vécurent deux personnages qui devinrent par la suite l'objet de railleries aboutissant à des caricatures. Il s'agit de deux professeurs de grec au Collège royal, Jérôme Goulu et Pierre de Montmort, le second ayant succédé au premier après que ce dernier lui ait laissé sa chaire en 1623. Tous deux furent en effet l'objet des plaisanteries des gens de leur époque, passant pour les archétypes des savants parisiens avares et médisants. Ces grammairiens et pédagogues incarnaient alors le type de l'homme de lettres prétentieux, du mondain qui dîne souvent en ville, s'invite à toutes les tables en imposant sa compagnie, donne des leçons aux érudits de son temps et en profite pour les dénigrer, n'épargnant ni les vivants ni les morts. En 1663, une caricature représente ainsi un certain Monsieur le Goglu, dérivé du nom Goulu, le mot désignant aujourd'hui une personne vaniteuse et présomptueuse. Ce dernier est en train de se rendre à l'un de ces repas en vogue durant la seconde moitié du XVIIe siècle et que l'on appelait des salmigondis. Chacun des convives devait y amener son propre plat, son salmigondi selon le mot du temps, certains faisant preuve de plus de générosité que d'autres concernant la qualité des mets apportés. Non, c'est Cloug. C'est ainsi que Goglu, d'un pas rapide et toujours en quête d'un beau morceau, court vers le dîner qui l'attend, une bouteille pendue à son bras. Dans ses mains, il porte un fanal qui l'éclaire, mais surtout, caché sous un énorme chapeau, un maigre gigot qui lui permettra d'accéder à la maison de son hôte. Son opportunisme est particulièrement accentué par le fait qu'il amène avec lui dans une hotte, non seulement sa femme, mais également son fils, sa fille, son chien et même son chat. Une seconde caricature, non datée mais probablement de la même époque, reprendra le même motif que la première. Elle montre ainsi à nouveau Monsieur le Goglu, sous une apparence un brin différente, bien qu'on reconnaisse toujours le personnage à ses fines moustaches et à sa courte barbichette. Muni là encore de sa lanterne, il déambule rapidement à travers la ville, soutenant de ses mains un plateau sur lequel se trouve sa viande et son pain. Il porte cette fois-ci son chien sous le bras et, de même que sur la caricature précédente, toute sa famille a été comiquement placée sur son dos. Tout comme Goulu, Pierre de Montmort enrichit plus encore la figure littéraire, très exploitée dans la comédie, du pédant féru de sciences et de langues anciennes, pompeux, médisant, avare et vantard, mais surtout ignorant, imposteur, grotesque et friand de bonne chère. Ce dernier est en effet si détesté de ses contemporains écrivains et poètes que de nombreux ouvrages dressent, de son vivant mais aussi après sa mort en 1648, un portrait peu flatteur de l'homme qu'il était, l'assimilant à un parasite et à un pique-assiette. Il s'agit d'une représentation traditionnelle du type bourgeois, ridicule, goinfre et infréquentable, qui sera plus tard le sujet récurrent des caricatures de mœurs. L'un de ces ouvrages, publié en 1643 et intitulé Métamorphose de Gomorrhe en marmite, est celui du poète et traducteur français Charles de Vion-d'Alibret. De même que certains de ses confrères Gilles Ménage, Jean-François Sarrazin, Charles Sorel ou encore Paul Scarron, l'écrivain s'attaque avec humour au personnage de Pierre de Montmort. Pour frontispice de son œuvre satirique au titre plutôt cocasse, il choisit une caricature représentant donc assez grotesquement Montmort en marmite. Dans son poème versifié, qui s'étend sur une vingtaine de pages, Charles de Vion raconte ensuite, en ancien français et en rime, le pourquoi de cette métamorphose sous la forme d'une histoire mythologique. Montmort apparaît alors sous les traits de Gomorrhe, un être jamais rassasié de ses excès gastronomiques depuis 6 mois, son nom reprenant pour partie celui de Montmort et constituant une référence biblique à Gomorrhe, l'une des villes détruites par Dieu en raison des mauvaises mœurs de ses habitants. Les vers indiquent que c'est Mercure qui, ne pouvant plus souffrir son impudence, décide de punir Gomorrhe en le métamorphosant en une marmite, l'instrument qu'il a trop aimé. Cette dernière, au lieu de contenir du vin, ne contient plus que de l'eau dans laquelle cuisent sa poitrine et sa tête de veau, et Gomorrhe, dont la légende indique pourtant qu'il était né pour marmiter, est donc condamné à ne pouvoir ni assouvir sa faim, ni étancher sa soif. À la même époque, mais cette fois-ci à l'étranger, le dessinateur et graveur lorrain Jacques Callot, connu pour ses eaux fortes et très influencé par les Italiens chez lesquels il séjourne, dessine sa série des Gobies. Dans un ouvrage intitulé Diverses formes de bossu, publié à Florence en 1616, le graveur réalise ainsi une vingtaine d'esquisses mettant en scène des personnages grotesques, tous inspirés de bouffons et de nains. Coucou. Ces derniers divertissaient alors les cours italiennes de l'époque, et notamment celle de Cosme de Médicis. Parmi ces dessins, une première série représente des hommes au visage déformé et au corps amoché. Ce sont essentiellement des bossus, des malades ou des estropiés, des boiteux pourvus d'une jambe de bois ou contraints de se soutenir avec une canne. Face à ces invalides, une seconde catégorie d'estampes montre des personnages plus nobles, leurs costumes les assimilant à des hommes d'armes ou à des soldats.
Parfois affublés de hauts chapeaux à plumes, ces derniers sont occupés à prendre la pose, dégainant pour certains leurs poignards ou leurs sabres, comme s'ils étaient sur le point d'attaquer. La plupart de ces hommes portent un masque sur leur visage, dans la pure tradition de la commedia dell'arte. Le dessinateur s'est évidemment inspiré des costumes endossés par les différents acteurs, qui incarnaient ces rôles afin de distraire les cours italiennes. Comme le montre le dessin de gauche, une dernière partie des esquisses s'attarde à représenter des comédiens, parfois bossus, occupés à danser tout en jouant d'un instrument de musique. Pêle-mêle, on peut donc reconnaître aisément le violon, la guitare ou le luth, mais également d'autres instruments plus exotiques. C'est le cas notamment du flageolet, qui est une flûte à bec percée de 6 trous, ou encore de la cornemuse. À l'extrême droite, on peut même observer qu'un homme improvise totalement en s'employant à racler, à la manière d'un violon, un grill dont la fonction première n'a évidemment rien à voir avec la musique. Rien à carrer. Après la mort de Jacques Callot en 1635, plusieurs dessinateurs lui rendront hommage, comme le peintre et graveur italien Agostino Mitelli, essentiellement connu pour ses grotesques et qui s'inspira de ses dessins en réalisant lui aussi une série publiée en 1684. Intitulée si grotesque, elle contient 6 estampes crayonnées sur lesquelles on retrouve les fameux personnages nains de Callot, des hommes et des femmes là encore représentés occupés à diverses activités. Tandis que certains jouent sur les instruments de musique traditionnels, d'autres s'offrent un jeu de séduction en proposant à leurs partenaires une petite danse sur les sons des guitares, des tambourins, des flûtes ou encore des tambours. À l'étranger, plus précisément à Amsterdam, un ouvrage est publié en 1716 que l'on pourrait traduire par le Callot ressuscité. Comme son titre l'indique en 2 langues différentes, l'italien et l'allemand, l'ouvrage rend clairement hommage à l'inspiration du graveur Jacques Callot, en prenant le parti de renouveler son cabinet envahi de bouffons et de nains, et en y ajoutant de nouvelles caricatures originales. L'ouvrage contient alors une 50aine de planches réalisées par différents graveurs néerlandais, tels que Joost van Sasse, Andries van Buizen, Anna et Jacob Volkema, Jacob Keizer ou encore Isaac Ledebouwer. Chacune de ces gravures caricature donc, à la manière dont le faisait Callot, un type de personne sous la forme de nain, le but étant de représenter toutes les couches de la société de l'époque. Tous les personnages sont nommés, mais il s'agit en réalité de pures inventions loufoques et humoristiques, destinées à incarner physiquement les stéréotypes d'un pays, d'un métier, d'une fonction ou d'une classe sociale. Les légendes des planches sont volontairement inscrites non seulement en hollandais, en polonais et en allemand, mais également en français, leur traduction étant particulièrement réussie. Une fois classées, on peut répertorier les estampes en différentes catégories. Une première série représente différents types nationaux parmi lesquels Don Juan d'Espagne, le petit-fils de Don Quichotte, archétype de l'espagnol moustachu, dont la légende indique qu'il est fier de son poignard, mais qu'il resterait pacifique si on l'attaquait avec un gros bâton. On y trouve également Don Louis Chammerdant, brigadier des petits maîtres, grand bretteur de France, à la tête des Gascons contre les querelleurs allemands, foudroyant leur bataillon, la traduction française le réduisant à Druse foudroyant de ses jeux tous les duelleurs, ou bien encore Pierre Gros-Pêcheur, monarque de Groenland et grand bailli de la côte des baleines, qui affirme avec fermeté, dans une lettre qu'il tient dans sa main, disposer de 10 000 capitaines prêts à faire appliquer ses lois aux baleines. Mais bien sûr. Une seconde série propose quant à elle différents types de personnages liés à la boisson. On rencontre par exemple le sieur Bocalin Pacifique, nommé Roger Bontemps, fidèlement accompagné de son bocal de vin qui lui permet d'éviter toutes les disputes et de maintenir la paix, ou encore, tout aussi porté sur la chose, le chevalier rustique, armé par devant et à côté. Ce titre original fait évidemment référence au fait qu'il tienne une arme dans sa main droite, tout en brandissant un verre de bière dans sa main gauche. À l'instar de ces 2 buveurs inconséquents, on trouve également le grand voiturier de Bacchus ou président de tous les ivrognes, dont la légende indique que sa vie est d'être toujours ivre et son esprit d'être sot. Enfin, un dernier personnage, surnommé le grand protecteur des vauriens, baron de tout vice en jour et nuit, figure parmi ses acolytes pour s'être fait, d'après le texte, ravir tous ses biens par le vin, par les femmes et par le jeu. Une troisième série, plus générale, imagine des personnages incarnant un métier ou une fonction, et par là même une classe sociale. On retrouve des types masculins tels que le neveu du Saint-Yves, archétype de l'avocat qui se préoccupe plus de publier des ouvrages que de pratiquer le droit, ou encore Monsieur Piprouk, directeur d'une grande entreprise de négociateurs en tabac, placée au Brésil et en Virginie, la traduction française qualifiant ce dernier de monarque de l'empire des pipes-tabac en son diadème. D'autres caricatures montrent encore le marquis de force nature en habit de laboratoire, stéréotype de l'alchimiste un peu fou, du savant féru d'expérience et qui cherche à surpasser la nature, l'orateur de nuit armé ou le président du parlement des crieurs fameux à 4 pieds, qui représente en réalité très simplement un abatteur de porc certifié, ou encore Jean Petit-Gros naviguant en qualité de dragon des couteaux pour les Indes orientales,
archétype sans doute du matelot amateur de tabac et de vin. D'autres personnages viennent encore compléter cette série, comme le professeur naturel et premier noble des charlatans, qui lie donc la profession de maître avec la notion de mensonge, ou le vendeur oraculeux du beau temps et de l'orage, prédicateur qui, en échange d'une certaine somme d'argent, se targuait de pouvoir annoncer les prévisions météorologiques. Wow! Dans cette troisième catégorie, on peut également rencontrer quelques couples comiques qui apparaissent en duo dans l'ouvrage. C'est le cas par exemple du sieur porte-lunettes prophétique, un docteur politique qui constitue l'archétype du vieillard aigri et donneur de leçons, que l'on trouve en compagnie de sa magnifique femme, la garde-couche des chiennes, dont la légende indique qu'elle a connu la beauté mais qu'elle a dépéri, au point de ne plus recevoir que l'amour de ses chiens. De la même manière, on trouve encore la bergère moquante de l'amour du berger volage, suivie de près par son compagnon et conduit car visiblement infidèle, affublé du titre de berger affligé par le mépris drôlâtre de la bergère aimée. Un dernier couple est constitué par la reine imaginée en terre inconnue, engloutissant tout où il n'y a rien, une princesse mongolienne dont la légende indique qu'avec son mari, elle engloutit tout ce qui ne lui est pas obéissant. Ouh là là, cette tenue je valide pas du tout. Elle est évidemment suivie par ce dernier, le roi ou l'empereur ou le grand férien et dompteur chimérique de la terre inconnue, dont on apprend qu'il se pense maître du monde en étant propriétaire en Laponie. Toujours dans la même catégorie, deux caricatures ciblent particulièrement les femmes. La première qui nous est montrée incarne, d'après la traduction, la matrone des mariages de la première âge, stéréotype de la campagnarde imposante que l'on a mariée très jeune et qui a accouché alors qu'elle était encore enfant. La seconde, quant à elle, est présentée comme la paysanne drôlâtre, grasse et ronde, épouse à l'avenir féconde, archétype de la villageoise grossière dont la légende indique qu'elle fait fi de la mode bourgeoise car elle préfère les mœurs rustiques et qu'elle est tout comme son mari, aussi long que large. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Enfin, pour conclure sur cet ouvrage, on trouve également le professeur des feignants pèlerins, grand prieur des gueux hypocrites. Cette caricature s'en prend évidemment à la figure traditionnelle du faux croyant, dont la légende indique que l'hypocrisie est son métier très florissant, qu'il prie de paresse, bénit les libéraux, maudit tous les autres et ne s'intéresse jamais à la religion. Reprenant les caricatures de leurs homologues néerlandais, les Anglais publient en 1730 un ouvrage intitulé The Lilliputian Humorist, Joan as Big as the Life. Les personnages précédents y sont représentés tels quels, mais apparaissent cette fois-ci en duo sur 10 gravures, les Anglais leur affectant le terme de Lilliputien en référence au roman Les Voyages de Gulliver, publié en 1726 par le célèbre écrivain anglais Jonathan Swift. Bien que les dessins n'aient guère changé, les légendes et explications modifient les prénoms et les nationalités de ces personnages, les caricaturistes leur inventant de nouvelles fonctions et les liant autour d'une histoire commune. Par exemple, le matelot que nous avons déjà rencontré précédemment devient sans véritable explication un gouverneur indien, représenté en compagnie d'un capitaine de navire allemand. Une autre série de personnages grotesques sera réalisée là encore par des caricaturistes anglais qui perpétuent le genre après 1730 et ce jusqu'en 1748. Même si plusieurs dessins de cette série reprennent les originaux néerlandais, mettant en scène des personnages déjà exploités auparavant, une petite quantité de nouvelles identités apparaissent. Les successeurs anglais regroupent cette fois-ci les Lilliputiens par petits groupes de 3, inventant de courtes historiettes qui leur permettent de justifier le lien qu'ils entretiennent entre eux, chacun des personnages ayant droit à une petite description ou à un récit. Il peut s'agir de quelques combats amoureux mettant en scène un prétendant et un rival prêts à tout pour atteindre le cœur de la même personne, ou encore de diverses querelles conjugales, plutôt traditionnelles, entre un mari jaloux, sa femme et son amant. De nombreuses caricatures montrent également des affrontements entre deux personnages, généralement au cours de scènes de dénonciation, par exemple ici où une femme, au centre, accuse l'homme situé à droite de l'avoir enlevé et frappé, ou encore dans cette situation de justice opposant deux parties qui réclament mutuellement l'intervention d'un juge, le premier accusant l'autre d'avoir été ivre et de l'avoir attaqué, tandis que le second lui reproche d'avoir fait des avances grossières à sa femme. Sachez que nous reparlerons en temps et en heure de quelques-unes de ces caricatures néerlandaises et anglaises, car certaines d'entre elles abordent des thématiques bien précises qui feront l'objet d'autres vidéos. C'est en tout cas terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve bientôt pour la suite de cette série. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire si elle vous a plu. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et en attendant la suite, je vous dis à la prochaine.